Imaginons un instant le défi absolument colossal que représente la création d'une IA capable de naviguer toute seule dans le monde réel. En apprentissage par renforcement classique, ou reinforcement learning, la quasi-totalité des modèles de base s'appuie sur une prise de décision hyper itérative, c'est-à-dire action par action, fraction de seconde par fraction de seconde. Mais bon, on s'en rend vite compte, cette granularité extrême a une limite fondamentale, elle ne passe pas du tout à l'échelle. Pour résoudre des problèmes vraiment complexes, une IA doit être capable de raisonner au-delà de l'action immédiate, elle a besoin de stratégie à long terme. Et c'est exactement là qu'intervient une notion cruciale, un vrai game changer pour l'avenir des systèmes autonomes, l'abstraction temporelle. Bienvenue dans ce nouveau décryptage dédié au framework des options en apprentissage par renforcement. Aujourd'hui, on va voir comment on arrive à doter les agents de cette capacité à planifier sur de multiples échelles de temps et comment on transforme de toutes petites séquences d'actions basiques en de véritables comportements intelligents et macroscopiques. Pour bien comprendre, prenons un exemple très concret. Si on doit traverser une ville tentaculaire, on ne s'amuse pas à calculer consciemment la contraction exacte de chaque petite fibre musculaire pour chaque pas qu'on fait, n'est-ce pas? On planifie ça à un niveau beaucoup plus macro, aller à la station, prendre le métro, marcher jusqu'au bureau. Le problème, c'est que l'approche traditionnelle en apprentissage par renforcement, elle oblige l'agent à opérer strictement à ce niveau microscopique, à chaque pas de temps individuel. Du coup, ça rend la navigation dans des environnements massifs, mathématiquement et computationnellement insurmontable. Il fallait donc trouver une solution élégante pour regrouper ces petits pas de temps en actions étendues. Et c'est précisément ce vide que vient combler le concept des options. Ça offre une structure hiérarchique qui est à la fois naturelle et hyper évolutive. Alors, au programme de cette exploration, on va d'abord poser le contexte historique, enchaîner avec la définition formelle de ce framework, puis on plongera dans la machinerie interne. On verra aussi des applications concrètes, on n'éludera pas les limites actuelles du modèle, et on terminera sur les perspectives futures fascinantes de ce domaine. C'est parti. Chapitre 1. Plongeons-nous dans le contexte historique et l'évolution de cette fameuse abstraction temporelle. Bon, pour comprendre la genèse de tout ça, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle en informatique la malédiction de la dimensionnalité. Historiquement, plus un environnement virtuel grandit, plus le nombre d'états et de séquences d'actions possibles explose littéralement. Et la fondation qu'on utilise pour gérer ça, ce sont les processus de décision markoviens, les fameux MDP. Concrètement, un MDP, c'est un cadre mathématique qui modélise la prise de décision séquentielle. Dans un MDP classique, l'agent observe un état, il choisit une action basique, il reçoit une récompense, et hop, il passe à un nouvel état. Le tout est rythmé par une horloge très stricte, très discrète. Mais le truc, c'est que bien que les MDP soient le socle absolu du reinforcement learning, ils sont assez myopes par nature. Opérer action par action de façon aussi synchrone, ça empêche carrément l'agent de formuler des concepts de haut niveau. Bref, il fallait trouver un moyen d'étendre ce MDP pour y intégrer des actions dont la durée d'exécution peut varier. Et c'est là que l'histoire s'accélère. L'ancrage historique majeur, c'est 1999. Les chercheurs Richard Sutton, Doina Prekup et Satinder Singh formalisent de manière théorique le framework Options. Ils posent enfin les bases pour lier ces actions étendues dans le temps. Mais bon, découvrir ces options de manière automatique, ça restait un vrai casse-tête. Il a fallu attendre presque 20 ans. En 2017, c'est la véritable révolution avec l'introduction de l'architecture Option Critique par Pierre-Luc Bacon et son équipe, qui intègre enfin la découverte d'options avec les réseaux de neurones profonds. Et l'histoire continue. À partir de 2024, on voit carrément l'émergence d'algorithmes ultra sophistiqués comme le Deep Laplacia ou le Value Power Strange, qui repoussent encore plus loin les limites de l'exploration autonome. Passons maintenant au deuxième chapitre. On va décortiquer la définition formelle et les mathématiques qui font tourner ce concept. Alors, pas de panique, on va faire un peu de maths, mais ça va être très clair. Mathématiquement, une option, c'est défini par un tuple de 3 éléments bien précis. D'abord, on a l'ensemble d'initiation, qu'on note I, ensuite la politique intra-option, notée pi, et enfin la fonction de termination notée bêta. Et c'est là que la magie opère. Quand on ajoute cet ensemble d'options à un MDP standard, tout le système bascule et se transforme en ce qu'on appelle un semi-MDP, un processus de décision semi-markovien. Contrairement à un MDP strict, dans un semi-MDP, le temps qui s'écoule entre deux décisions n'est plus constant. Une action peut s'étaler sur 5, 10 ou 100 pas de temps avant de rendre le contrôle à la politique globale. Et c'est cette petite astuce mathématique du semi-MDP qui débloque toute la planification hiérarchique. Pour vraiment bien visualiser comment ce tuple fonctionne, il y a une analogie parfaite. Prendre le bus. L'ensemble d'initiation, c'est tout simplement vos prérequis. En l'occurrence, il faut physiquement se trouver au bon arrêt de bus pour que cette fameuse option « prendre le bus » soit disponible. Ensuite, la politique intra-option, c'est votre comportement pendant l'action. Une fois monté, la politique vous dit juste de vous asseoir et d'attendre sans avoir à recalculer l'itinéraire à chaque feu rouge. Et pour finir, la fonction de termination, c'est ce qui définit quand l'action s'arrête. Ici, vous observez que vous êtes arrivé à destination, ce qui déclenche votre descente et met fin à cette macro-action. C'est brillant de simplicité. Chapitre 3. Il est temps de regarder sous le capot pour comprendre le fonctionnement détaillé et l'architecture de ces modèles.
On parlait tout à l'heure de l'architecture option critique sortie en 2017. Eh bien, regardons-la de plus près. C'est une extension assez géniale des modèles acteurs critiques classiques. La beauté du truc, c'est qu'elle permet d'apprendre plein de choses en même temps. Elle apprend la politique sur les options, donc quelle macro-action choisir, tout en apprenant la politique interne de l'option et sa fonction de terminaison. Tout ça simultanément. L'innovation clé, c'est d'avoir réussi à appliquer le théorème du gradient de politique directement sur ces options. En gros, un évaluateur global calcule l'erreur temporelle pour ajuster ce que l'agent croit savoir du monde, pendant que les gradients optimisent les comportements internes. Et le plus fou, ça se fait sans jamais avoir besoin de définir des sous-buts ou des récompenses externes à l'avance. C'est un apprentissage 100% organique, de bout en bout. Mais on peut aller encore plus loin avec des approches plus récentes, comme le cycle RO&D, ou découverte d'options pilotées par la représentation. Ce cycle s'appuie sur un concept génial, la motivation intrinsèque. Imaginons un explorateur qui doit cartographier une immense grotte dans le noir total. D'abord, il tâte le terrain pour s'en faire une représentation mentale. Ensuite, des algos comme les Deep Covering Eigen Options vont analyser la structure même de cet espace. On utilise pour ça un outil mathématique appelé le Laplacien de graphes, pour créer une récompense purement interne. Ça va pousser notre explorateur à suivre les directions principales de la grotte. Et enfin, grâce à ces nouvelles directions, il atteint des zones inexplorées, il améliore sa carte, et bam, ça relance un cercle vertueux d'exploration continue. Passons au 4e chapitre, les exemples concrets, et comment tout ça s'applique, notamment avec cette histoire de goulot d'étranglement. Parce que oui, l'un des concepts les plus cruciaux quand une IA cherche à découvrir des options toute seule, c'est l'identification des goulots d'étranglement. Formellement, ce sont des états dits ponts, des passages étroits qui connectent deux régions d'un environnement qui, sans ça, seraient totalement indépendantes. Pour bien comprendre, si on imagine deux immenses salles de bal qui sont reliées par une toute petite porte standard. Cette porte, c'est notre goulot d'étranglement. Pour une IA, comprendre qu'il faut cibler cette porte de manière autonome, c'est la stratégie ultime. Si elle crée une option dont l'unique but est de trouver et traverser cette porte, elle vient littéralement de diviser un problème gigantesque en deux petits problèmes super faciles à gérer. Et pour trouver ces fameuses portes, des méthodes comme le VPS ou Value Power Strength utilisent des principes qui rappellent beaucoup la physique de la diffusion. En gros, on injecte un signal de récompense totalement aléatoire dans l'environnement, un peu comme un gaz ou un bruit gaussien. Et on observe comment cette valeur se diffuse dans l'espace. Et devinez quoi, les zones de haute valeur s'accumulent naturellement autour de ces passages étroits. Le système identifie donc de lui-même ces ponts critiques. À partir de là, l'agent génère des options qui le poussent spécifiquement vers ces goulots, structurant son comportement global d'une façon incroyablement efficace. Mais bon, tout n'est pas parfait. Chapitre 5, parlons un peu des limites, des critiques, des coûts computationnels et de ce fameux risque d'effondrement. Le tout premier obstacle, on va pas se mentir, c'est la dure réalité de la puissance de calcul. On parlait tout à l'heure du Laplacien de graphes pour analyser la structure de l'environnement. Le hic, c'est que faire des opérations mathématiques là-dessus, comme la décomposition en valeurs propres, ça a un coût computationnel cubique. En français, ça veut dire que si la taille de votre environnement augmente ne serait-ce qu'un peu, le temps de calcul, lui, il explose complètement. C'est impraticable pour des environnements réels ultra complexes. Du coup, une grande partie de la recherche actuelle essaie de bidouiller des approximations avec des réseaux de neurones profonds pour contourner cette barrière et avoir des résultats en temps réel. L'autre faille majeure de ce modèle, et elle est assez ironique, c'est ce qu'on appelle l'effondrement sur les actions primitives. En fait, vu que l'agent est programmé pour optimiser impitoyablement sa récompense, le réseau de neurones finit parfois par se dire que s'embêter avec des macro-actions, c'est sous-optimal par rapport à un micro-contrôle absolu à chaque fraction de seconde. Résultat, les fonctions de terminaison se déclenchent de plus en plus tôt, jusqu'à ce que les options ne durent plus qu'une seule micro-action. C'est exactement comme un manager qu'on embauche pour déléguer de gros projets, mais qui finit par faire du micro-management pathologique sur la moindre petite tâche de ses employés. Ça détruit toute l'utilité de la hiérarchie. Pour éviter ça, on est souvent obligé de forcer un peu la main de l'algorithme en ajoutant des pénalités pour l'obliger à maintenir ses options actives plus longtemps. 6e et dernier chapitre, les perspectives futures et la voie à suivre pour le HRL, le Hierarchical Reinforcement Learning. Pour consolider tout ça, voici les vrais points à retenir. Premièrement, le framework des options est la clé qui déverrouille la planification hiérarchique via l'abstraction temporelle. C'est ce qui permet de passer des MDP rigides, action par action, à des modélisations semi-MDP hyper flexibles où les actions durent dans le temps. Deuxièmement, des avancées comme Auction Critique ont prouvé qu'on n'a même plus besoin de préprogrammer des sous-buts pour l'agent, il peut apprendre ses structures organiques de bout en bout. Et enfin, cette capacité à repérer mathématiquement les goulots d'étranglement dans un environnement s'impose aujourd'hui comme le vrai moteur pour une découverte d'options véritablement viables et autonomes. Et pour clore cette exploration, j'aimerais qu'on garde cette question en tête. Alors que les agents d'IA acquièrent de plus en plus cette capacité incroyable à découvrir eux-mêmes leurs propres concepts hiérarchiques et à s'auto-organiser dans le temps, comment cette dynamique d'exploration autonome et continue va-t-elle fondamentalement remodeler la façon dont on conçoit les systèmes intelligents ? La réponse à cette question, c'est très probablement la clé de la prochaine grande révolution de la robotique autonome et, qui sait, de l'intelligence artificielle générale.
le champ de l'abstraction temporelle ne fait littéralement que s'ouvrir devant nous. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine pour de nouvelles découvertes.